Est-ce qu'on est capable, à un moment donné, de se retrouver dans le même scénario que Children of Men, un film où l'humanité n'arrive plus à avoir d'enfants? Si on continue comme ça, c'est probable, oui, c'est probable. On a de plus en plus de données pour savoir que finalement les pesticides contaminent toute la chaîne alimentaire et que même les consommateurs et les consommatrices sont aussi exposés à des risques. Des études leurres qui vont tenter soit de minimiser les effets, soit carrément de dire qu'il n'y a pas de problème du tout, quoi. Au début des années 1900, en fait, le cancer était une maladie rare et c'était une maladie clairement liée à l'âge. C'est-à-dire que c'était vraiment les personnes âgées qui développaient J'entends des gens dans mon entourage, ils ont 30, 40 ans. Et maintenant, ça touche de plus en plus la population. Même des gens de la vingtaine, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'industrie a pu très facilement, avec les lobbies, orienter la recherche des causes génétiques des cancers en donnant tout simplement plus d'argent pour financer les recherches. Donc de façon un peu béate et un peu naïve, énormément de scientifiques sont allés plutôt chercher des gènes pouvant expliquer la survenue de cancer. Et ben pendant ce temps, ils travaillaient pas sur les substances chimiques qui continuaient à être autorisées et qui étaient déversées sur le marché. Et donc s'il y a des centaines de scientifiques qui bossent sur les causes génétiques et un qui bosse sur les causes environnementales, et ben quand on regarde la littérature, on a l'impression que le cancer c'est une maladie génétique, alors qu'en fait, à la fin des années 70, il était clair que c'était une maladie liée à l'environnement. En fait, ce que l'on voit, c'est que c'est déclaré comme une épidémie d'infertilité. On se rend compte qu'en termes décisionnels, il n'y a rien qui se passe. Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne. Si vous avez cliqué sur la miniature, ça veut dire que vous posez des questions sur la santé de la planète, sur votre santé aussi, et vous savez très bien que sur Limite, on essaye d'aborder des thématiques qu'on n'aborde pas forcément tout le temps. En tout cas, il faut creuser pour les retrouver. Alors, je m'appelle Vince, n'hésitez pas à liker, commenter, de vous abonner bien entendu, et c'est vous les producteurs de ce que nous faisons ici sur cette chaîne. Si jamais vous avez l'occasion de nous filer un petit coup de main sur Tipeee, bien sûr, votre aide est la bienvenue. Nous sommes à l'Académie du Climat et on reçoit Laurence Huck avec nous. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Comment tu vas? Ben bien, bien. La santé va bien. Dans les circonstances plutôt bien. Dans les circonstances plutôt bien. Est-ce que tu es empoisonnée, Laurence? Sûrement. Sûrement que moi aussi. Comme nous tous, malgré tous les efforts. Malgré tous les efforts, ouais. Ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un truc sans fin. On va creuser ça. Laurence, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis donc Laurence Huck, je suis toxicologue. Donc, c'est-à-dire que j'étudie les effets toxiques de substances chimiques auxquelles on est exposé. Et donc, je suis chercheuse, donc je travaille en biologie dans un laboratoire qui s'appelle l'IRSET à Rennes et au LISIS à Paris, où je travaille plus sur la réglementation des pesticides. Eh ben, nous y sommes, c'est la grande question. J'ai l'impression d'avoir vécu personnellement ma vie en m'alimentant, tranquille. J'achète des fruits, j'achète des légumes, papa, maman m'achètent ci et ça. Et d'avoir été beaucoup influencé par des gens qui viennent dans l'école. Ça existait à une période, en tout cas en Belgique, je crois que ça existe même encore, qui disaient « Oui, vous devez consommer tel type de produit, vous devez consommer tel type de produit. » Et le prof, je crois, ne se rendait pas compte, et moi-même, qu'il y avait une agro-industrie derrière qui essayait de nous faire rentrer des choses dans la tête en disant « Mais ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est moins bon, etc. etc. » Et aujourd'hui, quand je vois les études qui sortent, j'ai l'impression que nous sommes tous ultra contaminés de tellement de choses. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Et c'est un peu la première question que j'ai envie de te poser. On en est où dans l'état des lieux des humains sur Terre, que ce soit des Américains, des Français, des personnes qui vivent éventuellement en Afrique subsaharienne? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Où est-ce qu'on en est là? Si on devait essayer de comprendre et de devoir faire une sorte de sommaire de la situation. Alors, on en est qu'il y a énormément de substances chimiques de synthèse qui ont été produites par l'activité humaine et que toutes ces substances-là sont invisibles. Donc c'est tout ça en fait qui a été créé donc, par tous les produits, les biens de consommation que l'on a autour de nous et qui relarguent des substances. Et puis après, il y a si on en revient à l'alimentation, ce qui est utilisé pour produire cette alimentation. Donc soit des engrais, soit des pesticides. Et les pesticides, ce sont des substances qui sont utilisées pour éliminer les pestes, donc tout ce qui est gênant pour les cultures. Donc soit des insecticides pour éliminer certains insectes, soit des fongicides pour éliminer des moisissures de champignons, soit des herbicides pour ce qui est des mauvaises herbes. Donc ces pesticides sont utilisés massivement avec l'essor en fait, de l'agriculture intensive, la monoculture. Donc ça s'est mis en place
dans les années 50, essentiellement après la guerre, quoi. Et en fait, on a longtemps éludé les effets toxiques que ça pouvait représenter pour notre santé. Il y a eu une première alerte dans les années 60 par Rachel Carson, qui a publié le premier livre Printemps silencieux en 1962, qui relatait déjà les effets toxiques des pesticides sur tous les êtres vivants qui n'étaient pas ciblés, donc la biodiversité, les poissons, les oiseaux, les grenouilles, les insectes, mais aussi les professionnels qui s'en servaient et les riverains et toutes les populations exposées. Maintenant, on a de plus en plus de données pour savoir que finalement les pesticides contaminent toute la chaîne alimentaire et que même les consommateurs et les consommatrices sont aussi exposés à des risques. Comment se fait-il dans un système aujourd'hui où nous en Belgique on a l'AFSCA, il y a des systèmes de contrôle qui permettent de vérifier les contrôles de qualité. Pourquoi ça a autant traversé les mailles du filet? Qu'est-ce qui s'est passé que soudainement en fait aujourd'hui on se met à parler de ça, qu'on remarque que nous sommes tous quasiment contaminés? Et pourquoi est-ce que l'OMS ne s'est pas mêlée de ça avant? Pourquoi est-ce que nos institutions n'ont pas tiré la sonnette d'alarme plus rapidement pour changer les méthodes de production et pour justement faire en sorte que toutes ces particules, toutes ces composés chimiques ne soient plus utilisés en quelque sorte, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Ça veut dire qu'est-ce que c'est quelque chose qui est tellement latent qu'au final, dès que tu as une maladie cardiaque ou que tu as n'importe quel type de maladie, tu fais pas forcément le lien et on dit oui on vieillit, c'est comme ça, c'est normal, c'est faux, t'as pas de chance. Qu'est-ce qu'on a raté dans notre lecture du monde? Alors, je crois qu'il y a eu quand même, il y a eu des alertes. Donc, quand je parle de Rachel Carson, c'était dans les années 60. Et on en est encore à dire qu'il y a des controverses sur la dangerosité des pesticides. Ça, on va y venir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, alors, on peut décrire plusieurs processus dans l'histoire des sciences. C'est qu'il y a eu, on va dire, des tentatives de minimiser tout ce qui a été mis en évidence par Rachel Carson. Rachel Carson s'est fait énormément attaquer à la sortie de son livre, mais quand même ça a permis d'interdire un des pesticides très dangereux qu'est le DDT et de créer une agence réglementaire, parce que jusqu'au début des années 70, il n'y avait pas d'agence pour réglementer tout ça. Donc déjà, il s'est quand même passé 30 ans d'exposition massive sans que rien ne soit contrôlé. Donc à partir des années 70, il y a la création de l'agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, qui a été créée. Donc ça, c'est grâce à Rachel Carson. Pendant 10 ans à peu près, il va y avoir des mesures de protection et de dire il faut limiter l'usage de pesticides et puis même de façon générale de synthétiser des substances chimiques toxiques, donc limiter ça. Et à partir des années 80, là, il y a vraiment eu un contre-mouvement fortement influencé par les industriels, avec des think tanks et des lobbies qui se sont mis en place, et avec tout ce qu'on appelle la production de doute, c'est-à-dire ces marchands de doute qui vont se servir de la science pour prétendre que les effets toxiques identifiés sont faux et sont liés à d'autres facteurs non liés à l'exposition chimique, mais par exemple à la génétique ou à d'autres facteurs environnementaux qui n'attaquera pas le système en lui-même. On est sur la méthodologie en fait que les marchands de cigarettes, quoi. Oui, de doute oui, par rapport au tabac, c'est les mêmes principes en tout cas les stratégies doubt is a product. Donc l'idée c'est de ne pas attaquer la science, mais de se servir de la science pour produire de l'ignorance. Voilà. Donc ça, produire des études, études leurres qui vont tenter soit de minimiser les effets, soit carrément de dire qu'il n'y a pas de problème du tout, quoi. D'accord. Et donc ça s'est développé à partir des années 80 et c'est en plein boom, ce qui fait que ça crée du bruit. Et de l'extérieur, les politiques et les décideurs ont l'impression qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Et donc repousse éternellement la décision de dire on réglemente, on stoppe et on change de système. Mais depuis, c'est que le système est fortement ancré et donc là, faire marche arrière, ça remet en question énormément de choix qui ont été faits et des fois, en tout cas pour un grand nombre d'agriculteurs, si on parle d'eux directement, ils sont dans des systèmes qui sont plutôt irréversibles et donc il y a de plus en plus de freins pour ne pas rétropédaler ou passer à d'autres procédés agronomiques, par exemple.
C'est effrayant quand on sait que notre chaîne se base beaucoup sur ce qu'a produit la science, Oui. sur les chercheurs qui travaillent dans des universités, dans des laboratoires, indépendants, parfois pas indépendants, et de se dire que malgré tout, il y a ce doute qui s'est inséré. Alors ça ramène de nouveau aux compagnies pétrolières qui ont aussi semé le doute dans les années 80 à l'époque de Reagan, et encore aujourd'hui jouent un peu sur pas plus sur les causes des activités humaines, plus sur les raisons technologiques. Oui, mais on arrivera à développer ça et ça, qui va permettre d'endiguer le problème. On est constamment sur du doute. C'est compliqué dans une période où en fait on doit faire confiance à la science et que tout d'un coup on se rend compte qu'elle a été instrumentalisée. Qu'est-ce qu'on fait avec dans ce brouhaha d'informations? C'est très difficile, hein. Même nous en tant que scientifiques, c'est difficile. Après, si je peux donner des exemples, moi je travaille sur le cancer, hein, c'est-à-dire j'essaie d'identifier des substances cancérigènes et comprendre ce qui se passe. On va y arriver, ça, rester connecté, ça va être incroyable. Vas-y, continue. Ouais. Et en fait, il y a eu énormément l'industrie a pu très facilement, avec les lobbies, orienter la recherche des causes génétiques des cancers en donnant tout simplement plus d'argent pour financer les recherches. Donc de façon un peu béate et un peu naïve, énormément de scientifiques sont allés plutôt chercher des gènes pouvant expliquer la survenue de cancer. Et ben pendant ce temps, ils travaillaient pas sur les substances chimiques qui continuaient à être autorisées et qui étaient déversées sur le marché. Et donc s'il y a des centaines de scientifiques qui bossent sur les causes génétiques et un qui bosse sur les causes environnementales, et ben quand on regarde la littérature, on a l'impression que le cancer c'est une maladie génétique, alors qu'en fait, à la fin des années 70, il était clair que c'était une maladie liée à l'environnement. Il y a eu la création par l'OMS justement du Centre international de recherche sur le cancer, donc dans les années 60, qui était là pour identifier toutes les causes environnementales des cancers. Donc c'était tout à fait admis. Et dans les années 80, tout ça a été renversé et chamboulé parce que tout le monde bossait sur la génétique. Donc c'est vraiment un exemple de comment la science, en fait, comme des moutons de panurge, en fait, ont suivi, ont foncé et ça a invisibilisé le reste. Ce qui m'intéresse, c'est le biais, comment il s'est installé. C'est-à-dire que tu peux malgré tout démontrer des preuves que c'est lié à l'environnement, mais que tout dépend, il y a une forme de quantité là derrière. Je sais que les premières études de doute des compagnies pétrolières à une époque, c'est que dans leur champ de recherche, ils inséraient des éléments autres. Des facteurs confondants. Voilà. Mais sauf qu'ils en produisaient beaucoup plus, ce qui faisait que les activités humaines représentaient une petite partie, confirmaient, mais malgré tout, en fait, c'était une sorte de balance. Et alors tu dis, ouais, non, mais quand même, ils ont fait beaucoup plus peser les choses liées au cycle solaire, liées au volcan, et donc comme ça pèse un peu plus. Et forcément, quand tu es un décideur et que t'es pas un chercheur, un scientifique, tu demandes un résumé du truc, et ben globalement, si on résume 100 pages sur le volcan, les machins, 100 pages du coup sur les raisons génétiques du cancer et une page sur les raisons environnementales, bah ton résumé c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que ça demande quand même pas mal de choses. C'est intéressant de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Oui, c'est les preuves en fait. Oui. C'est quelles preuves on a. Mais là où on a beaucoup souffert, hein, c'est que finalement les sciences sociales qui étudient ces processus d'influence, en fait, ne prenaient pas suffisamment la parole aussi, d'expliquer ce qui se passe. Parce que finalement, là, on raconte le processus, mais je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé dessus et qui disent, mais attention, et pourquoi les décideurs n'ont pas des gens qui leur expliquent ça aussi? Ça, c'est un problème. Incroyable, comme nous vivons dans une période merveilleuse de l'histoire. On va creuser ton champ de recherche. Moi, je voudrais savoir, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je peux être amené à consommer et qui a clairement en ce moment un impact potentiel sur mon corps, sur moi, le cancer, d'où il vient, parce que je t'ai dit, il y a une sorte de croyance collective, sauf les gens bien sûr qui sont abonnés à cette chaîne, que vous creusez tous ces sujets-là et vous vous informez outre cette chaîne-ci, mais que le cancer est une étape normale de la vie. Qu'à un moment donné, on vieillit. Non, mais il y a vraiment cette croyance. Hein, tu sais, tu discutes avec des gens qui disent, faut bien mourir de quelque chose. Bah, le cancer, il finit par arriver parce que tu deviens vieux et que c'est inévitable, etc. Mais et de nouveau, on manque c'est difficile de se projeter sur 2000, 3000 ans de cancer potentiel chez les gens. On se renseigne sur ce qui se passe maintenant, mais pour avoir interviewé beaucoup de gens sur ma chaîne, tout est en train de partir en sucette. Toutes les maladies chroniques, les maladies chroniques, les cancers. Justement, revenons à cette première question. Qu'est-ce qui m'amène dans mon entourage à manger des choses ou être exposé à quelque chose qui peut faire qu'il y a une cellule qui parte en sucette et qui se duplique en partant littéralement en sucette et à un moment donné, boum, bah, j'ai un cancer? Alors, la question peut être beaucoup plus compliquée à répondre, mais je vais tenter
une première réponse si on prend ton cas. Donc, par rapport à l'exposition, effectivement, par rapport à ce que tu manges, si dans l'alimentation qui est dépourvue, si elle n'est pas dépourvue de pesticides, il y a des substances cancérigènes. Déjà. On reste sur ça. Donc il y a les pesticides, mais il y a des substances à la base. Voilà. Après, on peut aussi retrouver des hydrocarbures qui sont produits lors de la cuisson, par exemple. Après, tu as les emballages qui peuvent contenir aussi, par exemple, des PFAS. Donc dans les emballages pour les réchauffer, on va mettre des produits pour pas que ça prenne feu, donc des anti-inflammables, pardon. Donc ces composés-là peuvent aussi passer dans la nourriture. Après, tu as la pollution atmosphérique, tout ce que tu respires, où là tu as les particules fines, les particules d'hydrocarbures aussi, les particules diesel qui sont reconnues cancérigènes. Bon, le tabac, ça on va pas redémontrer là-dessus. L'alcool étant aussi un fort cancérigène. Ça, on va dire que c'est des expositions qui, je dirais, sont minimales, parce qu'imagine qu'il y a aussi des personnes qui travaillent et qui sont exposées de par leur travail à des substances cancérigènes qui produisent la bouffe, les pesticides et les substances chimiques qu'on met dans les emballages. Et donc ceux-là sont également beaucoup plus exposés aux substances cancérigènes et ces cancers-là se déclarent beaucoup plus tôt en général. Et de ce que l'on voit justement par rapport aux chiffres, c'est que à la fin, au début des années 1900, en fait, le cancer était une maladie rare et c'était une maladie clairement liée à l'âge. C'est-à-dire que c'était vraiment les personnes âgées qui développaient. J'entends des gens dans mon entourage, ils ont 30, 40 ans. Et maintenant, ça touche de plus en plus la population. Même des gens de la vingtaine, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui. Donc, en tout cas, de l'analyse qu'on peut avoir quand on travaille en santé publique, c'est le fait qu'on est de plus en plus exposé à des substances cancérigènes, à des cocktails de tout ça. C'est-à-dire qu'on met la diversité chimique entre le 1900 et 2000, ça a peut-être été multiplié par plusieurs milliers. Même c'est assez difficile à quantifier. Donc le corps, en fait, n'est pas adapté à éliminer toutes ces substances chimiques. Et puis donc l'effet cocktail, donc tout ça ensemble, de toutes ces molécules chimiques, par l'air, par l'eau, par l'alimentation, on ne sait pas du tout prédire les effets toxiques que ça peut avoir. C'est impossible. Même les meilleurs scientifiques n'y arriveront jamais. Il y a trop de combinaisons de substances chimiques. Et puis il y a aussi un effet non négligeable, c'est qu'on a identifié des effets cancérigènes qui sont transmissibles et héritables. Et pour donner une idée, donc si on en revient au DDT dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a été dénoncé par Rachel Carson. Dans les années 50, il y a eu des femmes qui ont été très fortement exposées au DDT. Donc c'était des avions qui épandaient, donc c'était vraiment de la poudre, il neigeait du DDT. Elles ont été exposées à ça, donc risque de cancer du sein multiplié par 3 chez ces personnes-là. Ensuite, interdiction du DDT qui survient, on diminue vachement. Ces femmes ont eu des filles qui avaient le même, sans avoir été exposées aux quantités de DDT de leur mère, avaient le même niveau de risque, de surrisque de développer un cancer du sein. Là, on est à la génération suivante, on est à la génération des petites filles, et elles ont exactement le même taux d'incidence, d'augmentation de cancer du sein que leur grand-mère. En fait, il y a des modifications, ça c'est au niveau de l'ADN, des sortes d'empreintes que va laisser le DDT, et qui en fait, du moment que ça touche les cellules reproductives, et en fait c'est transmis de génération en génération. Et ça, c'est des choses qu'on a démontrées en laboratoire. Donc en plus, on sait très bien comment ça fonctionne. Si on expose des souris au DDT et que on regarde la première génération et la deuxième, on voit que les empreintes moléculaires sont toujours là. Et là, malheureusement, on est en train de vérifier ça en épidémiologie chez l'humain. Ça altère le code génétique ? Alors, c'est pas le code génétique, c'est le niveau de repliement de l'ADN. L'ADN, tu vois, c'est une succession de lettres. Mais l'ADN, c'est une double hélice qui est enroulée. Et pour que les gènes soient régulés, cet enroulement doit s'ouvrir ou se fermer. Et là, en fait, le DDT joue sur le niveau d'enroulement de l'ADN. Et donc, ça a des pouvoirs très forts, en fait. Donc, sans changer le code, la lecture génétique, ça va modifier ce qu'on appelle l'épigénétique. Et ça, c'est transmissible et on ne sait pas encore jusqu'à combien de temps. Ah oui, donc ça pourrait être de génération en génération en génération.
c'est marqué, quoi. C'est un marqueur qui reste en quelque sorte. Oui, ils appellent ça une empreinte, vraiment comme si on mettait des petits scotch sur ton ADN que tu transmets à tes enfants et ainsi de suite. Waouh, et donc tu peux en hériter. Mais alors, on a parlé effectivement du DDT. Moi, je voudrais savoir quels sont les produits dans notre quotidien qui sont les plus nocifs aujourd'hui et qui sont encore là. Il y en a plusieurs milliers et je sais même pas si je pourrais te les lister. Après, il y a des pesticides assez forts qui sont toujours présents parce que le DDT, on en trouve encore alors que c'est interdit. En fait, c'est là le problème qu'on a aussi, c'est que c'est des substances persistantes. Donc, c'est comme les PFAS, on dit, c'est les polluants éternels. C'est que même si on arrête, si on interdit l'usage, en fait, ils vont persister dans l'environnement, ils vont persister dans notre corps. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, l'alcool, les particules diesel, le benzène, pesticides, on peut dire le lindane, la dieldrine, enfin bon, je peux te donner des noms de molécules. Mais les PFAS aussi sont préoccupants. Maintenant, on a aussi des pollutions avec les microplastiques, les nanoparticules, enfin tout. On va faire un petit focus sur le glyphosate. J'ai des grosses discussions avec un des membres de Limite que je salue, Joël. On a des grosses discussions parce que il dit que il dit pas que lui, de nouveau c'est à nuancer, que c'est pas si dangereux qu'on veut le faire croire. Tandis que d'autres personnes disent non, on a des preuves, on a des données. Et de nouveau, j'ai l'impression que la production de la littérature scientifique, avec la désinformation, enfin du doute, a énormément eu lieu. Depuis quand est-ce qu'on sait, en tout cas, que le glyphosate est néfaste? À quel degré? Pour qui exactement? Est-ce que moi, je peux être impacté par le glyphosate ou pas, Donc est-ce que vous pouvez déjà nous dire aussi depuis quand on l'utilise et à la base, c'est quoi? Même je crois qu'aujourd'hui, tous les abonnés de la chaîne savent de quoi il en retourne. Ok. Alors on va reprendre dans l'ordre. Donc le glyphosate au départ, donc c'est une substance qui était la promesse, c'était d'être utilisée comme un antibiotique. Et en fait, le brevet n'a pas été acheté pour ça, et Monsanto a découvert que ça avait des propriétés pour bloquer la photosynthèse dans les plantes. Donc, c'est ce qui permet à la plante d'utiliser l'énergie solaire. On cible le glyphosate, bloque une enzyme, donc la petite usine qui permet d'utiliser l'énergie solaire. Donc ce qui fait que quand on met du glyphosate, les plantes jaunissent et meurent en fait. Donc ça c'était c'est l'un des principes. Et ils ont vu que ça marchait très bien. Donc c'était une substance facile à produire, pas chère. Et en fait, ça a été de plus en plus utilisé. Parce que c'était très pratique et il y avait cette promesse du fait que ça bloquait la photosynthèse. Comme nous, humains, on n'utilise pas l'énergie solaire pour produire de l'énergie. Ça ne pouvait pas avoir. Dommage, non, certains peut-être, mais en tout cas, nous, c'est pas ça. Pardon. Et donc, du coup, leur message, c'était ça ne peut pas avoir d'effet toxique chez les animaux, par exemple, ou les organismes vivants, puisque ça ne cible que les plantes. Voilà. Ouais, Sauf qu'ils avaient mis de côté les effets déjà sur les bactéries, qui étaient quand même pas. On vit tous avec un microbiote intestinal, etc., qu'il faut préserver. Les sols sont remplis de micro-organismes, donc bon, on peut d'emblée un peu cacher la vérité. Chouette, on a trouvé quelque chose qui est trop bien pour éviter les mauvaises herbes, etc. Et ils se sont dit, on est trop contents, faut qu'on le vende absolument. Mais il y a les petits trucs sur le côté, on va pas trop faire gaffe. Voilà. C'est ça que tu me traduis là? C'est ça. Et aussi, c'est qu'au début, dans les années 70, l'usage qui était envisagé était relativement faible. C'est-à-dire, dans un usage raisonné, on désherbe en étant des substances chimiques parce que ça facilite aussi le travail des agriculteurs, désherber à la main, c'est pénible. Donc sur des grandes exploitations, ça l'est d'autant plus. Mais ça a accompagné finalement l'installation de l'agriculture intensive avec cette idée, avant de semer de la monoculture de maïs ou de blé, on nettoie tout au glyphosate, donc sur des grandes surfaces, on en utilise beaucoup et on fait semer et on fait pousser. Ce qui a encore augmenté l'usage du glyphosate, c'est la création des organismes génétiquement modifiés, donc les plantes OGM, résistantes au glyphosate. Donc là, c'était encore plus simple à utiliser, c'est que les plantes sélectionnées génétiquement créées par Monsanto résistent au glyphosate. Donc là, on sème tout et on traite au glyphosate en même temps.
Et l'augmentation des surfaces OGM a permis d'accompagner l'usage du glyphosate. Donc en fait, entre les années 70 et maintenant, l'usage du glyphosate a été multiplié par 100. Donc on voit que notre exposition n'est plus la même, forcément. Voilà. Donc la façon dont a été évalué le glyphosate quand il a été mis sur le marché dans les années 70, il n'y avait pas toute cette vision-là, enfin en tout cas... Je n'ai pas de preuve comme quoi on avait pu prédire cette augmentation de l'usage massif. Donc après, si on revient sur les dossiers réglementaires qu'a soumis Monsanto pour demander l'autorisation de mettre le produit sur le marché. Là, quand on regarde, depuis les années 70, on voit que c'est cancérigène chez les rongeurs. Dans les tests qu'ils ont fait, c'est écrit. Mais la façon dont ça a été interprété, de fait de dire le bénéfice-risque, on va avoir un très grand bénéfice agronomique, très facile, pas cher, qui va faciliter la vie aux agriculteurs. On peut l'utiliser, et oui, ok, il va sûrement y avoir des surincidences. Au départ, ils ont identifié des surincidences de cancer. Mais après, quand on regarde profondément, il n'y a pas que ça. C'est neurotoxique, perturbateur endocrine, ça peut être plein d'autres choses, maladies rénales, etc. Mais à l'époque où le cancer était en tout cas une maladie qui était fortement regardée, et bien là, ils ont évalué que le bénéfice agronomique était supérieur au risque pris sur la santé. Voilà. Donc, quand tu me poses la question depuis quand on sait que le glyphosate est toxique, depuis le début. On a parlé effectivement que le doute a été semé, mais comment se fait-il que malgré toutes ces conclusions, malgré ces rapports, comment les lobbies ont réussi à s'y prendre? Quelle a été leur méthodologie pour faire qu'aujourd'hui il a même été prolongé de 10 ans par la Commission européenne? Est-ce qu'on arrive de nouveau sur le serpent qui mord sa queue? On sort un maximum d'études, on demande aux lobbies d'aller voir les députés européens, d'aller voir les commissaires européens, de dire non mais regardez, ça tient la route. Question, est-ce que les lobbyistes qui présentent ça y croient vraiment les rapports qui sont biaisés, ou est-ce qu'ils savent et qu'ils sont en train de jouer un jeu et que c'est la thune qui est le plus important? Référence au film Goliath un petit peu. Alors après, moi j'ai jamais pu sonder les lobbyistes et vraiment voir qu'est-ce qui les animait. Ils défendent des intérêts, et c'est ça avant tout, coûte que coûte, en espérant que les problèmes liés à la molécule ne vont pas tomber sur eux personnellement. C'est peut-être plus ça la façon dont on raisonne, quoi. Mais les processus que tu évoques, il faut savoir que le glyphosate, c'est le pesticide où il y a le plus de pression. Donc soit du lobbying européen, comme tu l'as décrit. Mais moi, je vais peut-être plus insister sur ce que je vois par rapport à la science. Parce que c'est aussi le pesticide pour lequel il y a le plus de publications scientifiques indépendantes sur le sujet. Donc là, moi j'en appelle aussi en tant que scientifique, on se dit on produit des connaissances, il faut que ça serve. Et déjà en 2018, quand il y a eu la première, quand le glyphosate a demandé une première réautorisation de 5 ans, il y avait énormément de bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des publications, ce qu'on appelle ghostwriting, c'est-à-dire que Monsanto a directement payé des scientifiques pour publier une étude à eux et demander aux scientifiques de la signer. Donc, et ces études-là étaient vraiment dans le sens où ils montraient qu'il n'y avait pas de problème toxique, notamment cancérigène, de la substance. Donc signé par des scientifiques qui n'ont pas mené l'étude? Non. Juste, est-ce que tu peux poser ton nom dessus? C'est quoi? C'est une revue par les pairs vite fait ou c'est... Eh ben, justement, ça a été aussi publié, et ça c'est le deuxième point, très bonne question, c'est qu'il y a des comités éditoriaux de revues scientifiques qui sont directement pilotés par les firmes elles-mêmes. Donc ils créent leur journal scientifique. C'est ça. Oui, il y a plein de journaux scientifiques qui sont des boîtes privées complètement. D'où, quand on m'envoie une étude, parfois je me dis tiens, c'est quelle étude ça? Et toujours parce que il y a The Lancet et Nature et Bioscience, très bien, moi c'est mes préférés. Mais sur ResearchGate, parfois je regarde Google Scholar et souvent on m'envoie un lien d'étude climato-sceptique ou lié à certains trucs. Et quand je regarde le bureau d'études, je me dis tiens, c'est lié à un think tank. Et quand je cherche le think tank ou l'institution, je vois que c'est lié à une compagnie pétrolière et tout ça. Je me dis ah bah tiens. Et certainement il y a la même chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça a été quand même
mis en évidence. Donc il y a eu les Monsanto Papers, donc ça a révélé tout ça en 2018, avec les travaux de Stéphane Foucard et de Stéphane Orel du Monde, qui ont débominé tout ça. Et donc là même, ils ont eu des correspondances de mails où on voit les échanges qu'il y a eu entre les scientifiques et Monsanto directement. Donc ça, déjà, on voit donc qu'ils ont alimenté la littérature scientifique à une influence directe. Ensuite, il y a eu d'autres études financées qui allaient dans le sens de démontrer que le glyphosate n'était pas toxique pour l'ADN, donc ce qu'on appelle la génotoxicité, c'est-à-dire modifier les gènes. Et là, en fait, il y a eu des travaux qui ont été faits par Charles Benbrook, qui est scientifique. Il a pris toutes les études, il y en a beaucoup, sur glyphosate et génotoxicité, et il démontre que dans 75% des études indépendantes, donc sans conflit d'intérêt, ça montre que c'est génotoxique, et que 100% des études financées par le privé, en fait, toutes démontrent que ça ne l'est pas. Donc il y a clairement une influence de la provenance de l'étude sur les conclusions, et sachant que déclarer le glyphosate cancérigène, ça conduit à son interdiction. Donc c'est vraiment un phénomène biologique très important à déterminer. Et là, il a carrément démontré qu'il y avait cette influence-là. Donc ça, il a sorti ça dans les années, alors, on va dire plutôt début 2020, 2019-2020. Donc, naïvement, même moi, je m'étais dit, maintenant qu'il y a ces travaux-là, quand l'agence réglementaire européenne va à nouveau avoir le dossier à réévaluer du glyphosate, il va prendre en compte cette influence qui a été clairement démontrée scientifiquement. On a démontré l'influence sur les conclusions. Il y a eu depuis des expertises collectives qui sont allées dans le sens en disant le glyphosate est majoritairement génotoxique et majoritairement cancérigène. Et donc, ça va remettre en question cette autorisation. Eh bien, en fait, pas du tout. Donc c'est là où on est arrivé, en tout cas l'an dernier, en 2023, à une sidération, enfin pour ma part, du fait que malgré le nombre d'études scientifiques, ne serait-ce que sur le cancer, mais plus sur les perturbations endocriniennes, sur l'augmentation du risque de maladie de Parkinson, sur le neurodéveloppement, tout ça, c'est... toutes ces connaissances-là, on les avait pas en 2018, maintenant on les a, et ben ça a conduit à la réautorisation pendant 10 ans du glyphosate. Donc c'est vrai qu'on se sent complètement impuissant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on analyse ça dans mon laboratoire pour savoir qu'est-ce qui est intervenu quand on regarde dans les expertises ce qui a été débattu, quand on peut avoir accès à ces informations-là. Eh bien en fait, on voit que les règles de prise en compte des études scientifiques indépendantes sont directement établies avec les firmes. Donc les agences réglementaires et les firmes co-construisent des sortes de règles du jeu. Qu'est-ce qu'on prend en compte dans la réautorisation? Qu'est-ce qu'on peut écarter? Et tous ces arguments-là, en fait, pour dire quand est-ce que telle ou telle étude, on peut la prendre en compte ou l'écarter, et bien finalement, ces règles-là, c'est ce qu'on appelle le poids de la preuve. C'est une stratégie qu'ils ont écrite. Et bien en fait, ça permet d'exclure quasiment, de ce qu'on a vu, 90% des études indépendantes sont mises de côté par les firmes et puis par les agences réglementaires. Donc ces données-là n'existent plus. Et donc, si tu enlèves toutes les preuves de cancérogénicité, de neurotoxicité, de neurodéveloppement, que tu considères que l'étude n'est pas faite comme il faut, qu'il manque quelques données, que le protocole n'a pas été bon, tout ça légalement, puisque les règles ont été établies par les firmes, et bien du coup, à la fin, il n'y a plus de problème avec le glyphosate. C'est dingue, c'est vraiment une production maximale de données qui permettent de rester dans la continuité, de continuer à vendre quelque chose qui aujourd'hui, on connaît l'impact. C'est intéressant quand tu dis qu'il y a eu une montée soudaine d'études indépendantes, c'est parce qu'on en entendait de plus en plus parler, et donc des laboratoires de recherche se sont dit, venez, si on se lançait de notre côté, donc c'est intéressant ce que tu dis, médiatiser une information, que l'opinion publique s'en empare, permet d'avoir des études scientifiques basées dans des universités ou quoi que ce soit qui se disent sans commande ou sans demande de leur propre gré lancer des trucs. C'est intéressant pour les PFAS dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et qu'on connaît depuis très longtemps, les PFAS. Oui, en tout cas aux États-Unis, c'est un problème qu'ils ont pris à bras le corps depuis 20 ans. Donc en Europe, on est vraiment à la traîne.
Oui, nous en Belgique, on a eu une grosse crise d'Epiphases, enfin, qui est toujours actuelle, mais d'une base militaire qui est tout noir, la zone de quantité une zone de où, cartographie. En fait, ça a été utilisé en masse et ça s'est retrouvé en fait chez tout le monde, dans les jardins, dans l'eau, etc. Et que malheureusement, dans cette zone-là, il y a énormément de contamination au PFAS. On parle aujourd'hui qu'il y a 80% des molécules de synthèse dont on ignore l'impact, que ce soit dans les vêtements textiles qu'on porte. Justement aussi, c'est un peu une sous-question, les vêtements qu'on achète vite fait dans des industries qui viennent de super loin, comment est-ce que moi je peux savoir qu'est-ce qu'il y a dessus? Parce que j'ai pas une étiquette, comme quand je vais acheter un produit à manger avec antioxydants, ci et ça, j'ai pas une étiquette qui me permet de savoir tout ce qui a été utilisé. Mais il y a aussi donc sur nos vêtements des produits qui nous affectent en quelque sorte. Oui, possiblement. En fait, on ne maîtrise rien et plus c'est produit loin et à pas cher, moins, enfin, de façon générale, moins on a de garantie finalement de la provenance et puis de la qualité du matériel qui a été utilisé pour faire les teintures, pour même après pour donner des propriétés à certains tissus, d'apparence, soit esthétique, soit des propriétés pour résister à la pluie. Donc oui. Mais ça après, c'est beaucoup moins contrôlé que l'alimentation. Donc, il y a pas des... Les normes sont beaucoup moins discutées que quand c'est pour une gestion alimentaire. Donc, Toi qui travailles dans la toxicité, c'est quoi dans tes récentes études ou les récentes publications que tu as pu voir ou dans le suivi un petit peu de la littérature scientifique sur cette question-là, qui t'a choqué en matière de toxicité ces derniers temps où tu t'es dit mais ça c'est incroyable, il faut absolument qu'on en parle? Je pourrais te dire que je peux être choquée tous les jours en fait, parce que finalement on sensibilise très peu à ce que peuvent donner des expositions, les conséquences sur la santé d'exposition à des substances chimiques. Et moi là, si je dois choisir des cas qui me touchent directement, c'est les expositions des femmes enceintes en fait, parce qu'il y a plein d'expositions du fait qu'elles entrent dans les organismes des femmes enceintes, ça crée des expositions du fœtus. Et quand le fœtus est dans le développement, là, il y a des phases, ce qu'on appelle des fenêtres de vulnérabilité, c'est-à-dire que au cours du développement du fœtal, en fait, il y a des périodes, si tu mets un moindre grain de sable, la moindre substance chimique, ça peut tout perturber dans la mise en place des organes, la mise en place du système nerveux, et les effets seront quasiment impossibles à déterminer 20 ans plus tard, parce qu'on ne va pas se penser, on va dire, ah oui, mais la mère a été exposée à tel PFAS au 3e mois de sa grossesse. Donc c'est qu'en plus, ces preuves-là vont être invisibles à l'échelle humaine. On arrive à le faire au niveau du laboratoire, parce qu'on contrôle les conditions. On peut dire, si on expose des souris gestantes à tel moment pendant la grossesse, on peut observer chez les souriceaux des choses, parce qu'on maîtrise tout ça. Mais à l'échelle humaine, on ne peut pas. Et ces connaissances-là, du fait qu'on dit « Ah, mais non, mais c'est démontré chez la souris, chez les humains, ça ne va pas du tout être comme ça », en fait, on prend énormément de risques. Parce que, comme je le disais tout à l'heure sur le DDT, tout ce qui a été démontré en laboratoire, maintenant, malheureusement, on le vérifie sur les populations humaines. Donc, il y a tout ça aussi à en prendre en compte pour dire stop, quoi. Et c'est vrai que dans les indices sentinelles, moi, la dégradation de la santé des enfants, c'est un paramètre qui me touche beaucoup, quoi. Donc, les malformations, les troubles cognitifs, les troubles de comportement, l'autisme, les cancers, tout ça, c'est des indices comme quoi la santé se dégrade pour tout le monde, en fait. Mais c'est les enfants qui trinquent en premier. C'est tellement intéressant quand tu parles, tu vois, de ces traces qui sont difficiles à relayer entre un enfant qui naît avec certaines caractéristiques, qui évolue avec des complications et qui sont dues peut-être à une exposition qui a eu lieu avant, sachant qu'il y a aussi l'alimentation, qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Mais ça me ramène, parce que de tout ce que tu m'expliques, et attention, on va creuser la fertilité et on va creuser les allergies aussi dans quelques instants, c'est important. Et puis aussi la méthodologie de certaines choses au niveau des lobbies, donc restez bien là. Moi, ça m'amène à ce transfert qu'il y a de génération en génération, où ce grain de sable, comme tu as si bien nommé, arrive dans les rouages de notre ADN. Et finalement, tu peux avoir une génération de gens non exposés, mais trop tard, le grain de sable s'est mêlé.
et continue. C'est comme si en fait on altérait notre processus évolutif et qu'on crée en fait des gens fragiles, comme on est en train de fragiliser l'humanité. Et d'où certains chiffres que j'ai pu voir, que les taux d'allergie sont en train d'exploser. Tu as devant toi quelqu'un qui, j'ai l'impression, a été exposé à je ne sais pas quoi, à quel moment et dans quel parcours de ma vie, mais mes parents n'avaient pas d'allergie. Personne dans la famille n'a d'allergie. Je suis le premier de la famille, de la lignée, à avoir des allergies. Et ça s'est traduit comment? Un jour, je me réveille à 18 ans et j'ai le nez qui coule et je comprends pas pourquoi. Je suis tout d'un coup allergique à tous les arbres. Je sais pas ce qui se passe. Du jour au lendemain, je suis allergique. Et vraiment, c'est arrivé du jour au lendemain, mon corps, il a décidé de se dire ah ben non, tu vas plus te balader au printemps dans une forêt. Oublie. Et ça a été au point d'avoir des vrais problèmes respiratoires sévères, d'avoir, j'ai l'impression ma tête qui explose, mes yeux qui grattent, et j'arrive à des phases où je suis en insuffisance respiratoire. C'est-à-dire quand j'ai des pics d'allergie que je prends pas mes antihistaminiques, et donc je me pose une question en me disant, qu'est-ce qui se passe demain? Il y a une rupture de la production d'antihistaminiques, en pleine période de pic, il y a plus en plus de gens, et donc j'en ai pas. Mais je peux mourir. Non, mais véritablement, parce que moi, si j'allais pas à l'hôpital 2-3 fois, je finissais comme ça, j'avais une crise d'asthme qui venait soudainement. Qu'est-ce qui s'est passé que tout d'un coup, mon corps prenne quelque chose qui a toujours existé, en tout cas qui est plus vieux que moi, donc c'est les graminées, les bleus pollen, etc., dans lequel j'avais pas de problème, et que soudainement, mon corps prend ça pour une agression. Quel est le bug qui s'est produit? Qu'est-ce qui peut amener à ce genre de choses? Alors, il y a plusieurs réactions possibles. Alors, je précise que je suis pas immunologiste, mais en tout cas, de ce que l'on peut observer pour l'asthme, par exemple, si on allergie et asthme, en fait, c'est que déjà, il y a sûrement 50 ans, quand il y avait des pollens des arbres dont tu parles, ils étaient sûrement beaucoup moins absorbés sur des particules polluantes, des microparticules de l'air, en fait. C'est que, voilà, l'air était sûrement plus pur. Et donc, non, d'ailleurs, je devrais pas dire 50 ans, on va plutôt se rapporter aux années 30, tu vois. Mais, donc, ce qu'on peut identifier comme étant pollen, avant, mais c'était pas absorbé pareil sur en suspension dans l'air que ça ne l'est maintenant. Donc déjà, il y a ces fameuses microparticules. Voilà, donc et que il y a pas les microparticules ou même les autres polluants. En fait, c'est que la diversité chimique dont je t'ai parlé tout à l'heure, elle a augmenté. Donc en fait, la réaction du corps, va être modifiée. Donc il y a ce côté où en fait, ça peut augmenter l'immunogénicité de substance qui devrait être tout à fait neutre et que le corps ne devrait pas reconnaître comme étant du non-soi, donc de réagir avec une réaction immunitaire. Donc il y a ça qui se passe. Mais il y a aussi le fait que la présence en elle-même de toutes ces substances chimiques nouvelles fait que l'éducation du système immunitaire, l'immunité va être modifiée. Et que donc, quand il va y avoir une particule qui arrive, tu vas avoir tes réactions inflammatoires qui vont être exacerbées. Et ça, c'est aussi, il y a des études là-dessus sur l'augmentation de la sensibilité à des allergènes du fait d'une exposition. Donc ça peut être soit des perturbateurs endocriniens, les bisphénols, il y a des travaux là-dessus, et les pesticides aussi. Donc, on trouve où le bisphénol? À peu près partout. Dans les plastifiants, tout ce qui est... alors, depuis le 1er janvier, là, c'est complètement interdit dans les emballages alimentaires, mais c'est le bisphénol A, et en fait, il y a tout plein d'autres bisphénols. C'est ça que j'allais venir. Oui, donc, en fait, la substitution des molécules sans transposition des effets toxiques nous crée de nouveaux problèmes. Voilà. C'est-à-dire qu'on a remplacé le bisphénol A interdit par toute une diversité d'autres bisphénols qui peuvent poser tout autant de problèmes, voire plus de problèmes. Mais en fait, il n'y a pas de fin à ça. À partir du moment où on arrive, toi, dans ton labor de toxicologie, à identifier une molécule dangereuse dans n'importe quel produit, canette que tu ouvres, il y a quelque chose là-dedans, j'en sais rien, que tu bois, et en fait ça, il y a autant de risques de. Mais en fait, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de changer la molécule et passer à une autre molécule qui a peut-être un atome de plus. Voilà, c'est exactement ça. Ou 3 atomes d'hydrogène de plus. Voilà. Exactement. Qui a les mêmes propriétés, mais alors du coup, ça passe dans le problème, c'est la réglementation. Si tu veux, les industriels font leur boulot d'industriels, hein, ils veulent des procédés faciles à mettre en place, pratiques, etc. Hein. Mais c'est que la réglementation, en fait, laisse passer ça. Et la réglementation, c'est quand même des autorités publiques
qui devrait défendre la santé publique, qui devrait être vigilant à ces choses-là. Et comment ça fonctionne la régulation? C'est on demande une molécule et c'est molécule par molécule et ils vont estimer que les connaissances qu'on a sur le bisphénol A ne sont pas du tout transposables à celles qu'on peut générer sur le bisphénol S ou le bisphénol F. Et donc il faut relancer tout un processus de recherche, d'études, double aveugle, tout ce que tu veux, pendant je ne sais pas combien de temps, sur et plusieurs études. les impôts des contribuables, puisque c'est la recherche publique qui le fait, c'est pas le privé. En plus, donc alors qu'ils savent très bien, j'imagine, les producteurs, que se dire ouais bon pas de problème, on change de molécule, on relance notre truc, c'est toujours dangereux, mais ils vendent. Et le temps que la recherche prouve que la version B elle est dangereuse, ah bah pas de problème, il y a déjà la version C, et puis le temps que ça recherche, en fait on est constamment en train de postposer, j'ai l'impression, notre manière de survivre à ça, c'est juste dingue. Après avoir parlé des allergies, maintenant on va parler d'une grosse thématique que je vois souvent revenir. Même Elon Musk a tiré la sonnette d'alarme, mais pas pour les bonnes raisons, lui, parce qu'il a peur qu'il y ait un remplacement de sa population, ce genre de choses, en sachant que la population est extrêmement mixée aux États-Unis, en Europe aussi, mais bon ça c'est des données qui ne figurent pas. On vous renvoie un talk qui est déjà sorti sur cette question-là, mais soit il y a plein de gens qui ne veulent pas faire d'enfants pour plein de raisons, des raisons culturelles, des raisons d'éducation, de la peur aussi pour l'avenir, de l'éco-anxiété. Il y a aussi, on a remarqué ce chiffre que dans les pays de l'OCDE à forte croissance, où il y a eu un fort taux de croissance, les gens ont moins tendance à faire des enfants aussi. Et aussi, il y a cette autre donnée, cet autre facteur, c'est une baisse de la fertilité inédite depuis, en tout cas, qu'on fait de la mesure. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut creuser ça? Est-ce qu'on a des tenants et des aboutissants qui sont liés justement à la toxicité et vers où ça nous dirige en fait? Alors, effectivement, l'OMS a rapporté que maintenant, au niveau mondial, une personne sur 6 était touchée par l'infertilité, donc incapable d'avoir des enfants, de donner... C'est énorme comme chiffre. Oui, c'est énorme. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que c'est déclaré comme une épidémie d'infertilité. Et comme tu le dis, ça touchait en tout cas essentiellement les pays occidentalisés, donc avec le mode de vie occidental, mais maintenant on voit que ça touche de plus en plus d'autres pays qu'on va dire plutôt en développement et qui maintenant, du fait qu'ils adoptent un mode de vie occidentalisé, ont aussi leur fertilité qui baisse. Il y a plusieurs facteurs, évidemment, comme tu l'as dit, il y a des facteurs sociaux très importants. Il y a des facteurs dans l'occidentalisation, il n'y a pas que des substances chimiques, donc je vais évacuer cette question tout de suite, c'est que il y a aussi le fait que les femmes travaillant, souvent l'âge de la grossesse est reculé, et donc les chances d'avoir des enfants baissent. Ménopause, donc voilà, donc même à partir de 35 ans, la fertilité biologiquement, naturellement baisse. Donc quand les femmes commencent à se décider qu'à 30 ans au lieu de 20 ans, ben voilà, les risques baissent. Donc ça c'est clairement lié au mode de vie aussi occidental. Mais si on écarte ça, en fait, ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de problèmes physiologiques qui se traduisent donc par une baisse de la concentration en spermatozoïdes dans le sperme des hommes. Et au niveau des femmes, il y a des perturbations également au niveau des ovaires. On a l'endométriose qui est un réel problème aussi et qui touche une femme sur 10 et aussi le syndrome des ovaires polycystiques qui aussi complique en fait le succès d'une fécondation. Et donc si on met le facteur baisse des spermatozoïdes avec ces problèmes physiologiques féminins, et ben la combinaison des deux fait que ça marche de moins en moins bien. Pourquoi ces maladies-là émergent? Donc là, on va aller sur les causes chimiques, voilà. C'est que dans l'environnement, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle ces substances perturbateurs endocriniens, qui sont des molécules chimiques qui vont mimer en fait l'action des enzymes, des hormones, à très très faible concentration. Et donc, le fait qu'il y ait des perturbations très fines de la régulation de ces hormones va faire que, en fait, certaines troubles de l'appareil reproducteur vont s'installer et ensuite ça peut même compromettre la fécondation elle-même. Donc il y a plusieurs niveaux comme ça d'affectation et le fait que maintenant voilà, s'il y a 180 000 substances chimiques nouvelles avec plusieurs milliers de perturbateurs endocriniens, des effets cocktails, etc. Oui, on va vers... Laurence, t'as dit un truc qui m'a interpellé, mimer les perturbateurs endocriniens, donc les substances miment les hormones. Les hormones.
elles font la même chose qu'elles? Parce que les hormones, c'est des molécules aussi. Oui, tout à fait. Sauf que les hormones, en fait, c'est comme, je vais prendre le modèle d'une clé avec une serrure. C'est qu'au moment où tu veux rentrer, tu vas prendre la clé, une seule clé suffit pour entrer dans la serrure et ouvrir la porte au bon moment. La bonne hormone pour la bonne opération du corps. Voilà, exactement. Donc il faut passer d'une pièce à l'autre à un moment donné. L'hormone arrive, c'est très précis et c'est timé. Ouais. Quand tu as des perturbateurs endocriniens, en fait, c'est comme si tu avais un afflux de clés, de mélange de clés qui arrive à ouvrir les portes plus ou moins bien et n'importe quand. Et là, en fait, ça dérègle, en tout cas, la mise en place des cycles, soit de reproduction. Hein, pour les femmes, on sait que c'est très bien régulé, hein, les cycles d'ovulation, etc. Donc ça, si déjà commence à perturber, ça peut poser des problèmes. Et après, il y a tous ces systèmes hormonaux qui sont mis en place lors du développement fœtal, la mise en place du système reproducteur. Mais en fait, si tu dérègles, que tu ouvres les portes n'importe comment, parce qu'il y a des substances chimiques qui remplacent l'action précise des hormones, et ben, du coup, ça marche plus. Mais les hormones, on a besoin pour tout, pour notre humeur, pour... Oui, il y a plein de niveaux. Ça fait flipper un peu ce que tu dis. C'est comme si on avait des perturbateurs endocriniens qui pouvaient jouer sur notre humeur, sur notre psychologie, parce que les hormones qui régulent notre... au-delà de notre sentiment de satiété, etc. Mais voilà, dopamine, ocytocine, enfin tous ces neurotransmetteurs et toutes ces hormones qui sont intrinsèquement liées, je veux dire, cette chimie de notre corps. Mais en fait, ce qui amène de l'extérieur, excuse-moi, je digresse, mais est-ce que l'humeur et l'état dans lequel je suis est lié potentiellement à une exposition à quelque chose à un moment donné dans ma vie? Tu vois ce que je veux dire un peu? Oui, c'est des facteurs à prendre en compte, effectivement. On sait, pareil pour les pesticides, que ça augmente les risques de dépression. Donc ça peut être sous différents problèmes physiologiques, psychologiques aussi, mais il y a une réalité là-dessus. Waouh, ok. On sait combien plus ou moins on a perdu en termes de fertilité depuis ces Alors après, années. ça dépend comment on peut quantifier ça. Je sais que la concentration en spermatozoïdes a diminué de moitié en 30 ans. Mais après, au niveau de... Ouais, il reste toujours il reste toujours des spermatozoïdes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la concentration peut baisser, mais il y en a toujours. Il en faut mais quand même. Efficace, mais oui. Mais après, donc ça, selon les populations, voilà, ça peut se mesurer. Mais attends, à business as usual, excuse-moi, je t'ai interrompu, je suis désolé, mais à business as usual, on continue la même chose, on pollue, on fait la même chose, et des... je sais pas moi, des présidents ou des États basculent dans quelque chose qui est très, on continue comme avant et c'était du mensonge et la science dit des conneries, blablabla. Si on a perdu la moitié de nos spermatozoïdes, en tout cas qui sont inactifs, en une trentaine d'années, ça veut dire qu'on est dans quelque chose qu'on peut schématiser et on peut plus ou moins à effet habituel définir le moment où quasiment on n'en aura plus, non? Oui. C'est difficile comme question, je sais, mais oui. Je vais les cash. Oui. Est-ce qu'on est capable, à un moment donné, de se retrouver dans le même scénario que Children of Men, un film où l'humanité n'arrive plus à avoir d'enfants? Disons que si on continue comme ça, c'est probable, oui, c'est probable. Et malheureusement, il y a des alertes. Les premières alertes sur les perturbateurs endocriniens, c'était dans les années 90 qu'elles ont été lancées. Donc on aurait pu les prendre en compte et revoir justement, en tout cas pour les perturbateurs endocriniens, mieux les réglementer et les éliminer de notre environnement. Ça aurait pu être fait. Donc il y a, comme tu dis, toujours le business as usual et il y a aussi, et c'est peut-être une bonne nouvelle à l'échelle individuelle, ces solutions qui permettent de pallier aux pertes d'infertilité. C'est-à-dire la mise en place de la fécondation in vitro, donc de technologies qui permettent justement de pallier aux carences d'infertilité. Mais tout le monde n'a pas accès à cette technologie. Non, tout à fait. Et c'est sélectif et ça ne marche pas toujours non plus. Hein, donc il y a quand même des taux d'échec assez forts. C'est pénible pour les hommes et les femmes de faire ça par rapport à un phénomène tout à fait naturel, devenir un technosolutionnisme assez poussé, quoi. Donc, et qui à terme, en fait... sera difficilement tenable dans le respect des limites planétaires, hein, tout simplement. C'est que si un phénomène tout aussi naturel que la reproduction devient dépendant de technologies, de haute technologie qui prennent de l'énergie, qui demandent de la technicité, etc., oui, ça peut vraiment poser des problèmes, en tout cas sur
la fertilité. Après, à savoir, si on regarde à l'échelle de la population, la surpopulation mondiale, voilà, c'est où on place l'éthique individuelle et le désir d'enfant à l'échelle individuelle, ou sur la planète, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Et puis la surpopulation, ça dépend où. Oui, c'est des questions philosophiques. C'est ça. On peut beaucoup polluer et consommer moins qu'un luxembourgeois. Ça dépend d'où est-ce qu'on est né, effectivement, et ça dépend. Genre, une bonne famille congolaise, c'est même pas un luxembourgeois, je tiens à préciser. Congo, d'RDC. Le point aussi au niveau des insectes, on utilise énormément toujours, tous ces produits pour faire dégager les ravageurs, parce que c'est contre les plantes invasives, mais aussi contre les insectes qu'on essaye pour conserver la production alimentaire à l'état actuel des choses. Une étude qui est sortie en Allemagne qui a montré justement sur le territoire allemand une baisse drastique du nombre d'insectes. En fait, on est dans une chute phénoménale. Ça aussi, de nouveau, où est-ce qu'on en est? Comment est-ce que ça en parle dans les milieux, lorsque tu essaies de faire ton plaidoyer, tout ça? Alors là, quand on est sur la question des pesticides et des liens avec la biodiversité, les preuves sont beaucoup plus flagrantes que ce qu'on a sur la santé humaine. Oui, donc je pense qu'on le voit nous, pour les personnes, sur une échelle de 20 années, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'insectes qu'avant, on le sait en tout cas. Et en fait, ce que l'on se rend compte qu'en termes décisionnels, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'il faut réduire en tout cas l'usage des pesticides sur la base des données qu'on a sur la biodiversité. Et la plupart des pesticides, c'est écrit dessus, comme quoi ils sont toxiques pour les abeilles, toxiques pour la faune aquatique, mais ça n'a aucune incidence sur l'autorisation de mise sur le marché. Donc on le sait et on l'autorise. Donc c'est le côté où on n'accorde pas, en tout cas au niveau de la réglementation, la valeur que représente la vie de l'ensemble des êtres vivants en dehors de la vie humaine. Oui, ça a moins de poids. Donc en termes, il y a eu l'affaire quand même des néonicotinoïdes qui a fortement alerté sur les abeilles et qui a permis, sur la base plutôt de les connaissances qu'on avait sur les abeilles, d'interdire les néonicotinoïdes avant qu'on alerte sur les effets sanitaires chez l'humain. C'est le seul cas, à ma connaissance, qu'on a. C'est dingue parce que dans toutes les conversations que je peux avoir avec toi, Laurence, et avec d'autres, on a l'impression que c'est une petite partie décisionnelle qui est tellement engouffrés dans un système continu, qui se disent non, on va pas trop changer ça, et on laissera ça à demain, et on laissera ça à demain, alors qu'en fait il est urgent aujourd'hui de transformer les choses. On a eu beaucoup de talks, je peux vous ramener vers ces personnes-là, de personnes qui disent oui, on est capable, Olivier de Schutter, Serge Zaka, Marc-André Serres, de produire notre nourriture aujourd'hui en suffisance sans devoir utiliser la masse de pesticides qu'on utilise aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça disparaît complètement, mais ça veut dire qu'on est capable de baisser drastiquement, de faire de l'agroécologie, d'utiliser déjà ce qui est disponible dans le vivant naturel pour pouvoir empêcher des ravageurs, pour pouvoir empêcher des plantes invasives de se pointer, et qu'on est un peu toujours en train de repousser sans fin parce que des plantes s'adaptent, des plantes ravageuses deviennent résistantes. Et alors du coup, je crois qu'on en met plus. On met plus de pesticides ou on les change. Oui, en fait, c'est vraiment, on est dans une course sans fin. Je sais pas quel terme on peut utiliser. C'est un puits sans fond. Enfin voilà, c'est une fuite en avant qui à un moment donné a une fin. De toute façon, c'est-à-dire que les plantes invasives gagneront à un moment donné. C'est pas possible de faire ça ad vitam aeternam. De nouveau, comment est-ce que nous pouvons faire en tant que citoyens pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer un maximum de les faire changer? On a l'impression que c'est tellement loin, que c'est des discussions qui se passent entre députés au Parlement européen avec des lobbies qui sont en train de les inviter à manger, à discuter, de semer le doute, etc. Comment est-ce que nous, on peut les interpeller? Comment est-ce que nous, on peut faire en sorte de changer les lois? Comment est-ce qu'on peut, en tant que citoyen, être aussi fort que des plateformes tenues par des milliardaires ou que par des... Parce que l'agro-industrie, c'est tellement d'argent qui peuvent distiller ce qu'ils veulent à n'importe quel moment comme ils veulent. Mais comment est-ce que nous, on fait une force d'opposition à ça? Alors, c'est pas très simple et moi-même, j'ai pas la réponse. Je peux juste apporter des éléments auxquels moi j'étais confrontée, ce que je peux voir. Déjà, on est des consommateurs. Donc, c'est-à-dire qu'on peut choisir le type d'agriculture que l'on veut favoriser et celui dont on ne veut plus. Donc prendre une agriculture qui se passe de pesticides, notamment l'agriculture issue de l'agriculture biologique, peut être un moyen de ne plus financer l'agriculture intensive.
je suis consciente que ce n'est pas, au niveau des prix, ce n'est pas aussi accessible et tout le monde n'a pas les moyens. À l'heure actuelle, c'est un réel problème. Ça coûte plus cher. Et donc, on ne peut pas massivement passer en agriculture biologique. Et pourtant, ça serait un moyen très efficace, en fait, si on ne veut plus les produits traités aux pesticides, ils vont peut-être arrêter de traiter. Et ça, c'est chacun qui peut avoir cette action-là. Moi, je sais que j'accepte maintenant de mettre la part de mon budget à l'alimentation, d'encourager l'agriculture biologique et peut-être de me priver d'autres plaisirs. C'est ça, je crois, qui fait peur à beaucoup de gens, excuse-moi de t'interrompre, c'est de payer plus cher leur nourriture, où ils ont déjà l'impression qu'ils la payent cher. Oui. Après, en tout cas, sur des réseaux, moi peut-être j'ai la chance de vivre dans une région où il y a beaucoup de production agricole, c'est que des fois, moi je me rends compte que c'est pas plus cher des fruits et légumes produits localement, achetés directement aux producteurs, que par rapport à des aliments achetés en grande surface. Donc il y a ça aussi, mais ça veut dire que ça demande du temps, et ça demande aussi d'être dans des réseaux et d'être conscient de ça. Donc c'est pas fort. Ce qu'il faudrait, c'est que déjà ne plus vendre des aliments qui peuvent mettre en danger notre santé. Ça devrait pas être au portefeuille de choisir. Ça devrait être pour tous. Mais comment nous, en tant que citoyens, on peut savoir quel aliment nous intoxique plus qu'autre chose, ce qui est transformé, d'accord. Non, c'est sûr, c'est profondément... Mais Laurence, c'est tellement pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Ah ben, oui. Et qu'aujourd'hui, je suis en train, grâce à cette chaîne, grâce à des gens comme toi que je rencontre, à refaire complètement mon éducation, et j'espère que ça vous aide aussi. Mais comment est-ce que le citoyen s'y prend pour se dire, ok, je dois vérifier s'il y a tel truc. Alors je sais qu'il y a il y a Yuka, il me semble, qui... Oui, c'est pour des applications, mais plus, une application plus sur les aspects nutritionnels. Oui, voilà. Mais déjà, de plus acheter de produits ultra transformés, c'est une bonne chose aussi. C'est-à-dire d'acheter plus des produits bruts, locaux, peu traités, et de les cuisiner soi-même. Ça, c'est de façon générale mieux. Mais on voit que derrière, les enjeux sociaux sont différents. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut avoir du temps pour cuisiner, il faut planifier. Donc c'est vrai qu'il faut revoir aussi nos rythmes de vie à 300 à l'heure, où on veut manger vite le soir, moins prendre le temps de faire les courses. Parce que notre taf nous fait faire des heures sup. Mais oui, je suis d'accord, ça amène la croissance économique, ça amène une révision finalement de son choix de vie. Mais le côté de ralentir, pour moi, est quand même un bon moyen et une bonne philosophie aussi, tant pour le bien-être que pour prendre le temps d'acheter de bons produits, de limiter le gaspillage alimentaire aussi, de plus cuisiner et de faire ça aussi, ces moments-là plus conviviaux. Mais voilà, je suis d'accord qu'on n'est pas tous en capacité de faire ça. Moi, en tant que chercheuse, j'ai des contextes de travail qui sont tout à fait propices à ça, mais pour les populations plus vulnérables, c'est absolument pas le cas, quoi. Donc le problème, c'est qui est gênant, c'est que c'est profondément inégalitaire encore. Après, il y a des stratégies de la sécurité sociale alimentaire pour pouvoir avoir accès à une alimentation saine à hauteur de ses moyens. Moi, je travaille à Toulouse dans une épicerie solidaire où, en fonction des revenus, on ne paie pas le même prix du kilo de pommes de terre, pour donner un exemple tout bête. Donc ça permet aussi de rendre accessible des aliments sains à tout le monde. Mais voilà, c'est des solutions locales qui peuvent être... Donc ça, c'est aussi s'engager au niveau local dans ces quartiers, parce qu'il y a quand même des initiatives. En tout cas, moi, j'ai cette chance-là. Après, je vais aussi dire qu'il y a... là où j'ai été confrontée plusieurs fois à des difficultés, c'est quand on a des connaissances scientifiques et qu'on veut les transmettre à des politiques. Il est clair qu'il y a des partis politiques et je veux dire des hommes politiques, c'est essentiellement des hommes, mais en tout cas qui en fait sont complètement hermétiques aux connaissances scientifiques et à la prise en considération des conséquences que ça peut avoir. Leur schéma de croyance est complètement à l'encontre de ce en quoi vous leur proposez des... Et en fait, il y a eu... moi, là, je travaille sur certaines catégories de pesticides qui posent énormément de problèmes. Quand j'ai eu des rendez-vous à l'Assemblée nationale, on me dit le contexte actuel politique ne fera que vous ne serez jamais entendu. Et donc, c'est là aussi où je me dis, finalement, moi, je suis payée par l'État, je suis fonctionnaire. Et donc, les citoyens investissent pour que je produise des connaissances. Et là, on arrive face à des murs, à des portes de prison. Et donc, en fait, il y a aussi dire, mais en fait, voilà, il y a un rôle démocratique aussi à avoir, une conscience démocratique pour dire, je mets dans le bulletin, dans l'enveloppe, je choisis un bulletin où les
les politiques vont être sensibles aux questions de l'effondrement de la biodiversité et de la santé humaine comme étant étroitement liées et dépendantes de l'environnement. Pour l'instant, c'est très difficile. Et c'est vrai que... Je vais sortir de ton champ de compétences. Oula, donc on va être un peu plus philosophique. C'est quoi? C'est le court-termisme, on en parlait. Mais le court-termisme de nos vies qui fait que des gens sont tellement en train de courir derrière leurs factures, tellement en train de courir derrière leur vie, qu'au final, tout ce qu'ils pensent, c'est manger et que regarder qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture, c'est de se dire, écoute, si je survis aujourd'hui, et je parle à l'échelle encore plus mondiale, parce que le système économique fait que ce sentiment existe partout, mais à des degrés différents, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais que la survie de est-ce que je vais survivre aujourd'hui, la semaine prochaine, quand je dis ça, c'est est-ce que je réussis à payer mes factures aussi, plus dans nos pays européens, OCDE, Global Nord, qui fait que qu'est-ce que je vais me prendre la tête à réfléchir d'un truc que je vais grailler ou que je vais être exposé, qui pourrait m'amener le cancer peut-être dans 10, 20, 30 ans, vu que mes problèmes sont maintenant. Il faut ralentir, etc. Enfin, voilà, je fais une digression comme ça. Comment aider des gens à ralentir? Je sors complètement de ta toxicologie, hein, mais j'aime bien avoir aussi les conseils d'une personne en dehors de sa compétence. C'est pas évident de voir que dans les considérations philosophiques. Après, je pense qu'il y a un côté aussi où on va pas pouvoir toujours continuer à accélérer, à vouloir avoir ce qui est bon, sain, rapide et pas cher. Je veux dire, c'est une illusion. Et il y a aussi le côté... Ça dépend de l'énergie et de la matière qu'on peut extraire pour faire ça. Ouais, mais c'est qu'on ne voit pas les conséquences. Enfin, le prix qu'on paye, par exemple, si on revient sur la question basique, qu'on ne peut pas demander... c'est trop compliqué pour gérer les fins de mois de se dire on va acheter des meilleurs produits, etc. C'est que les produits industriels tels qu'on les achète et les produits pollués, hein, pour résumer, sont anormalement bas. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte les coûts et les externalités, les coûts des maladies chroniques que l'on a, le coût des cancers, le coût de la dépollution de notre eau. Pour rendre l'eau potable, on paie énormément aussi ça. Pour dépolluer les sols. Et donc les choses qui sont... On a trop habitué aussi, enfin voilà, le côté de... On doit pouvoir se nourrir à pas cher et de façon... sur des produits mal positionnés nutritionnellement. Enfin voilà, il y a tout ça. Je me rends compte que je n'ai pas vraiment la réponse à ta question, mais... Elle est complexe. Qui a la réponse? Dis-nous en commentaire. Je pose de nouvelles questions, en fait. C'est bien. Autour de soi, on peut arriver déjà à convaincre petit à petit, à dire, bah voilà, moi, comment les choix que l'on fait, les choix alimentaires, moi, j'ai quand même... Je suis quand même confrontée actuellement, sur mes recherches, à des zones où il y a des épidémies de cancer pédiatrique. Sur les deux, donc ça s'appelle des clusters, hein, des endroits où, de façon anormale... C'est où ? Donc près de Nantes, donc dans le secteur de Sainte-Pazanne. Il y a des cancers chez des enfants. Voilà, une épidémie de cancer sur plusieurs villages, dans des territoires fortement contaminés par les pesticides, soit par l'agriculture, soit par des usines qui ont produit des pesticides. Et en fait, donc il y a un autre cluster que je suis qui est près de La Rochelle, à Saint-Rogat-Saint-Périgny, où là aussi, pareil, agriculture intensive, avec des taux délirants de pesticides retrouvés dans les organismes des enfants. Et donc là, moi, je me dis, quand j'achète bio, je protège les agriculteurs, je protège les riverains, je protège la biodiversité à un endroit donné. Et maintenant, j'arrive à accepter de payer peut-être un peu plus cher ou de me compliquer un petit peu plus la vie, mais finalement, j'y prends du plaisir aussi, à choisir mieux. Et je me dis, ben voilà, je fais un acte qui va nous protéger tous. Je suis consciente que je représente pas grand monde, mais je me dis qu'il y a des prises de conscience comme ça qui peuvent marquer. Et en tout cas, sur les territoires tristement affectés par les cancers pédiatriques, là, ça touche pas que les pauvres. Ça touche aussi des personnes qui n'étaient pas du tout sensibilisées aux questions d'écologie, aux questions de santé environnementale, et qui, en fait, en reviennent
Et la santé environnementale, je ne comprends pas pourquoi on pourrait dire que ce soit des valeurs de gauche en fait, ou écolo qui seraient derrière, alors qu'en fait, tout le monde trinque. Alors je suis d'accord qu'il y a des catégories défavorisées, mais ça peut toucher tout le monde. Et surtout quand on arrive à des niveaux de contamination généralisés. On ne peut plus en fait, se protéger des attaques chimiques. Donc voilà, il y a un levier aussi, si on remet la santé et le bien-être et la biodiversité, les êtres vivants, si on veut restaurer ça, je pense qu'on peut avoir aussi des moyens d'action qui peuvent être mieux conscientisés et peut-être des choix qui peuvent être faits. Mais encore une fois, je suis d'accord que pour certaines populations, c'est illusoire. Laurence, c'est même indécent, des fois j'ai l'impression de... Vas-y, continue. Non, mais j'ai l'impression que voilà, je parle en tant que catégorie favorisée, donc c'est pas évident. Bon, mais... Tu me parlais de ton enquête à Nantes, près de Nantes. Oui. Tu as eu beaucoup d'enquêtes comme ça que tu as pu faire, où tu as vu des zones qui anormalement, tel et tel événement s'est produit, tel résultat sur le corps, et qu'on a remarqué qu'il y avait en fait une usine qui a balancé du mercure ou des trucs dans le genre du plomb éventuellement, et que vous avez pu faire un lien de corrélation et de causalité à un moment donné. Alors malheureusement, les liens de causalité sont très difficiles à établir. À l'heure actuelle, si on parle des cancers pédiatriques, il y a 5 clusters de cancers pédiatriques en France. Donc moi, je suis que 2 parce que c'est pas mon cœur de métier. C'est ça. Mais, ah oui, en plus. Et ouais. oui, on fait ça en plus. Mais en fait, c'est que surtout, on voit que ces clusters, donc à partir du moment où ils sont identifiés en termes de santé publique par les agences de santé publique, il n'y a rien qui est fait pour mettre en protection les populations. Donc ça, c'est un réel problème, c'est-à-dire que ça ne met pas en action des mesures de prévention pour stopper ce qui pourrait en être la cause et un ensemble de facteurs cancérigènes. Mais vous avez trouvé la cause? En fait, les causes, parce qu'il y en a plusieurs. Bien sûr. Il y en a plusieurs. Mais à partir du moment, et c'est là le problème, c'est qu'à partir du moment où c'est multifactoriel, où tu vas avoir donc, les activités industrielles, le radon, l'agriculture, et en fait, quand on dit il y a tout ça qui intervient, et du coup, personne ne se met en route pour arrêter. Chacun pointe du doigt à l'autre en disant oui, mais c'est peut-être pas. Oui, mais c'est pas que moi, et donc personne ne fait rien. Et les pouvoirs publics, en tout cas, n'incitent à rien. Encore une fois. Ouais. Et donc autant pour les maladies infectieuses, tu vois, tu identifies une bactérie ou un virus, tu dis faut éliminer ce bactérie, virus, et on résout la maladie. Pour les cancers, c'est plus compliqué que ça. Mais donc, en fait, les méthodes, en tout cas, de gestion de la santé publique pour les maladies environnementales liées à l'exposition chimique, ça ne conduit à rien. Enfin, en tout cas, dans les cas qu'on a, où il n'y a pas, tu vois, une usine qui pollue massivement et on identifie, quand c'est complexe, en fait, on voit que les situations de complexité sont très mal gérées. Donc, je vais quand même parler, on voit toute la complexité de ces questions dans un film documentaire qui a été réalisé par Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, et Valérie Gaillard. C'est un film qui s'appelle Contrepoison et qui est disponible sur France TV. Encore une fois, peut-être tu pourras mettre le lien. Je mettrai le lien avec plaisir. Et donc c'est un documentaire de 52 minutes et on raconte en fait comment on essaie d'enquêter et comment on se percute au pouvoir public et qu'il ne se passe rien et que les enfants continuent de tomber malades. Voilà. Les parents du secteur de Sainte-Pazanne ont rencontré la catastrophe. Quand on est passé par là, on n'a plus peur de rien, ni de personne, et surtout pas des autorités. Puisque l'Agence régionale de santé décide d'abandonner les investigations, les familles font appel à 2 scientifiques reconnus, Laurence Huck, toxicologue, et Annie Thébomony, sociologue de la santé, pour reprendre les recherches. Est-ce qu'on me demande, excuse-moi, si les mères ont eu... Donc il y a ça, tu sais, le côté exposition DDT, on sait que c'est transmis les effets de mère, enfin même maintenant grand-mère, mère-fille, le distilbène, t'as raison. Thalidomide, ça on peut... Après, est-ce que les gens le savent? Tout à fait. Il ne s'agit pas du tout de trouver l'identification d'une cause unique du cancer même de leur enfant, mais c'est bien d'essayer de recenser toutes les sources possibles de facteurs de risque ayant pu jouer. Donc l'idée c'est que moi je mène l'entretien et toi tu es attentive à ce qui est éventuellement des précisions qui seraient intéressantes à demander.
Donc, tu hésites pas. Ok. Ok. Et est-ce que des fois, il y a des parents qui vont pas au bout de l'entretien? Oui. Et c'est Aurélie qui va nous dire, à un moment donné, si c'est trop dur pour elle, qu'il faut qu'on arrête. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on arrêtera. Parce qu'on essaie de s'attaquer à des gros qui ont des salariés, enfin, c'est ça le problème de l'eau, il y a le chantage au salariat, le chantage à l'emploi. Oui, mais vous attaquez à telle boîte, telle entreprise, telle industrie. Regardez, toute la région, une partie de la région vit grâce à cette industrie. Ouais. Et en fait, on est dans une incohérence totale où on pense de nouveau au court-termisme qu'à des gens et leur santé sur le long terme et sur les générations à venir. C'est dingue. Alors, il y a effectivement, comme tu dis, ces enjeux, ces acteurs économiques très puissants. Mais après, il y a aussi ce que chacun et chacune est prêt à accepter pour modifier ses comportements. Parce que, mettons, si tu as une usine, c'est le cas près de Nantes, il y a une usine, il y a une carrière, une usine d'extraction de roches. Donc, ça extrait du minerai. Voilà. Pourquoi? Donc, pourquoi on veut du minerai? Parce qu'on veut nos caméras, on veut nos téléphones portables. Donc en fait, il y a aussi des causes beaucoup plus profondes qui sont beaucoup plus difficiles à changer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pointer du doigt, je veux dire, les agriculteurs, ben oui, on veut manger, donc on peut pas... Bien sûr. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Le reste peut être superficiel. Effectivement, tout ce qui est extractivisme détruit la biodiversité, ça fait des trous partout. Ça crée de la pollution. Et ça crée de la pollution. Et c'est vrai que ce dont tu parles et les analyses que tu as pu faire, ben, malheureusement, c'est ce qu'on a retrouvé en Amazonie, énormément, dans des zones où l'eau a été polluée par différents polluants, du mercure. Et pour avoir eu cette chance d'y aller il y a 2 ans pour aller aider des peuples autochtones, eux, ils ont dit, nous pouvons pas boire l'eau qui est de notre rivière, qui est juste là, on peut même pas la filtrer, pour la bonne et simple raison que nous sommes sur un territoire délimité protégé, mais à côté de notre territoire protégé, ce n'est pas protégé. Et là-bas, il n'y a pas de forêt, c'est des champs, c'est du soja, et les avions passent et balancent des trucs. Et ils ont dit, non, si on boit cette eau-là, on est empoisonné. Et donc, ils sont obligés d'avoir des châteaux d'eau, faire de la récolte d'eau de pluie, et encore, la récolte d'eau de pluie n'est pas au top, mais des châteaux d'eau qui vont chercher bien en profondeur, où la nappe phréatique aura filtré pendant, et encore. Mais c'est effrayant. Et là, on le vit vraiment de nos propres yeux. On se dit, ah non, mais là, c'est extrêmement grave. Mais on se rend compte que c'est partout et l'extractivisme, et merci de le préciser. Maintenant, moi, par où je démarre? J'ai l'impression que tout est compromis. Quand j'ai des pommes, tu sais, parfois j'y pense. J'ai des pommes à la maison, j'ai mes oranges, et je suis en train de les regarder en mode, si ça se trouve, ces pommes à l'intérieur, elles sont complètement fucked up, etc. Déjà, il paraît que ça a perdu en nutriments, mais soit, c'est pas le sujet. Mais dans tout ce que je mange, je suis un peu en stress, quoi, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour mieux sélectionner notre nourriture? Tu avais parlé de nourriture bio, mais il faut laisser tomber les grandes surfaces, il faut faire confiance aux quartier bio dans les grandes surfaces, tu vois, c'est particulier un peu. Oui, alors il y a eu des... Qu'est-ce que j'achète comme vêtements que je n'achète plus? Est-ce que je peux arrêter d'acheter des vêtements. Déjà, voilà. Est-ce que je peux boire de l'aspartame ou pas? Tu vois, tout ce qui est light, tout ce qui est zéro sucre. L'aspartame, qu'est-ce qui se passe si j'enchaîne l'aspartame? Est-ce que c'est toxique ou pas? Enfin, ouf. Il y a quand même un côté où souvent il faut plutôt revenir à de la simplicité et en général c'est plus sain. Donc, tu vois, ne plus acheter des aliments ultra transformés. Préparer nous-mêmes plutôt que le truc transformé rapidement, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et au moins, tu sais ce que tu mets dedans. Parce qu'il y a quand même il y a quand même une prise de conscience que les industriels peuvent mettre des additifents, mettre n'importe quoi dans la nourriture pour rendre un aspect organoleptique, voilà, pour que ce soit plus beau. Ils vont pas hésiter à mettre des perturbateurs endocriniens dedans, voilà. Oui, parce que la viande, comme on nous la sert, qui est rougeâtre, il y a des colorants qui sont mis, enfin il y a des trucs de couleur. Pour la charcuterie, oui, c'est des nitrites, pour qu'elle reste rose, pour qu'elle soit, voilà. Donc on vit dans une simulation, quoi. Oui. Donc en fait, il faut vraiment plutôt favoriser les commerces de proximité avec des produits locaux dont on connaît la traçabilité. Oui. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire ça. Mais on est d'accord que c'est pas un modèle dominant d'accès à l'alimentation. J'en rigole un peu parce que tu sais, à l'école, on m'avait appris qu'il fallait bien nettoyer la pomme avant pour enlever les pesticides. Alors qu'en fait, suffit pas, les pesticides sont dedans, tu vois. C'est quand même ouf, on peut pas nettoyer l'intérieur. Mais déjà, c'est pas moi. À mon époque, c'était que les aspects nutritionnels. Les aspects pesticides n'étaient pas du tout.
Ah oui, mentionné, oui. Ah, d'accord. Non, non, moi c'était, ouais, il y a un petit peu d'insecticide dessus, il faut enlever, Oui. mais en fait c'est plus complexe que ça, bien Oui. entendu. Oui. Si tu avais la chance, maintenant, là tout de suite, grâce à une baguette magique politique ou économique, tout ce que tu veux, de prendre une mesure, une seule, ça serait laquelle? Je changerais l'agriculture, je passerais en agroécologie à 100%, oui. Ce qui est faisable et tenable, d'ailleurs, à l'échelle mondiale, humaine. Il y a en tout cas l'INRAE a énormément travaillé sur ça Ce que pour j'ai lu comme démontrer rapport, la c'est que c'était faisabilité. faisable. Oui, tout à fait. S'il y a une chose qui t'effraie dans tout ton travail, la chose vraiment qui te met le plus en flip, et après il y aura quelque chose de positif. Moi, c'est la santé des enfants. Ouais. Que là commence réellement à être impacté et oui, j'ai peur pour les générations à venir. L'espoir, quelque chose qui te permet de te dire le matin, ah ouais non c'est cool, en fait il y a des trucs, on y va, allez. La petite phase qui te met du baume au cœur. Je pense qu'on n'est pas tout seul, hein, en tout cas à vouloir ce changement de modèle. En tout cas, si je reste à la production alimentaire. Et je pense que de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Donc, pour que ce modèle-là passe, donc y passer le plus tôt possible, oui, ça c'est une motivation. Moi, ce qui me met au baume au cœur, c'est de me dire que je combats au bon endroit. Voilà, c'est surtout ça. Pas forcément que je vais réussir, mais en tout cas que j'essaye au maximum. Laurence, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt sur la chaîne. Likez, commentez, abonnez-vous. Et c'est vous qui faites cette émission. Il y a le lien Tipeee, PayPal.me, si vous voulez filer des dons. Ça nous aide à continuer, j'espère le plus longtemps possible, avant qu'on m'annonce que j'ai mangé des mauvais trucs et que je suis complètement défoncé au PFAS, ce qui doit être le cas à mon avis. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo bien sûr et on se revoit pour une prochaine vidéo sur Limite. Ciao tout le monde.